C'est 16 milliards de chiffre d'affaires générés via l'e-commerce en Suisse. En 2023, pour donner un ordre d'idée, ça représente grosso modo 10% de ce que fait la France. Comme tu le disais très justement, le marché suisse a ses spécificités. 3 langues, le franc suisse, des moyens de paiement qui sont complètement différents, un pouvoir d'achat et des habitudes d'achat qui sont aussi différentes. Voilà, et donc j'arrive un petit peu dans ce contexte-là pour lancer donc la marketplace de Manor avec des challenges importants, je pense. C'est Manor à 120 ans. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. L'idée de grands magasins est connue de tous. En France, il n'est même plus nécessaire de citer leur nom pour savoir de qui ou de quoi nous parlons. Dans cet épisode, je vous propose de franchir les rives du lac Léman pour découvrir un concept de magasin très apprécié de nos amis suisses, Manor. Manor, c'est 59 grands magasins qui proposent à la vente plus d'1 million d'articles. Cette enseigne, qui vient de fêter ses 120 ans, appartient au groupe Moss Frères, qui est également propriétaire des marques comme Lacoste, Aigle ou The Couples. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Thibaut Deloum, directeur digital et marketplace de la célèbre chaîne de magasins Helvet. Occasion unique pour nous d'aborder le marché du e-commerce en Suisse, ce petit pays en dehors de l'Union européenne, coincé entre la France, l'Allemagne et l'Italie, où 3 langues sont parlées et où la monnaie et le franc doivent forcément avoir quelques particularités ou secrets de fonctionnement à nous faire découvrir. Nous poursuivrons en nous focalisant sur Manor, même si nous connaissons le concept de grand magasin, je suis curieux de connaître sa déclinaison suisse. Bref, nous reviendrons sur sa proposition de valeur pour comprendre pourquoi cette enseigne est devenue un pilier de la consommation. Bien sûr, le digital est un élément clé de ce business. Thibaut nous racontera le chemin qu'il a fallu parcourir pour intégrer le e-commerce et ensuite la marketplace. Enfin, comme à notre habitude, nous ferons un focus sur la relation client. Ici, cette notion prend un sens particulièrement aigu. En effet, 17% de la population suisse possède une carte de fidélité chez Manor. Mais avant d'entrer dans tous ces détails, Thibaut, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, Thibaut Deloum, j'ai 39 ans, je suis originaire du sud-ouest de la France et j'ai rejoint Manor il y a 5 ans pour monter leur marketplace. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur marketplace et plateforme. Bon, merci, on va aller plus loin tout à l'heure sur ce que ça veut dire pour toi dans le quotidien chez Manor de faire tout ça. Tu as fait donc une école de commerce, tu as un profil donc commerce marketing. J'ai l'impression que tu as un parcours qui a été digital assez rapidement pour la suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu la première grande étape qui a été la tienne dans ton parcours professionnel ?
Un parcours assez classique, hein. J'ai fait une école de commerce, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages à l'étranger dans différents domaines, donc ça m'a vraiment ouvert un petit peu une dimension internationale. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de mes études, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance de faire un VIE, donc c'est un volontariat international en entreprise, auprès d'une SS2I qui s'appelle Alten. Et j'étais le bras droit du directeur international, donc en charge des filiales un peu partout en Europe et en charge de l'acquise. Là, on est en quelle année, globalement ? Là, on est en 2008. Mm-hmm. Donc, 24, 25 ans, sortie des bancs d'école et première vraie expérience. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? J'y suis resté 3 ans en tout et vraiment, les 2 gros learnings, c'est donc une SS2I, c'est vraiment une boîte de conseil spécialisée IT Engineering qui va vendre ou proposer des consultants spécialisés sur différents projets. Le gros learning, c'est que même si le business model est le même, gérer ou travailler sur un contexte italien, suédois, hollandais, c'est vraiment radicalement différent. Et vraiment, cette dimension internationale que j'avais pu toucher du doigt lors de mes études était vraiment appliquée très concrètement. Ça, c'est un petit peu pour le côté international. Mais ce que j'en tire aussi, c'est que j'ai eu la chance, entre guillemets, en quittant les bancs d'école, de retrouver, de vraiment être au plus proche de la stratégie de la gestion d'entreprise, où vraiment ce directeur international, Fabrice Pecker, qui m'a pris un petit peu sous son aile et m'a vraiment permis de découvrir ce monde de la gestion d'entreprise, la stratégie à haut niveau. Donc, vraiment une expérience très, très, très enrichissante. Comme ce que tu me dis me fait penser à un commentaire d'Emmanuel Grenier qui est passé aussi derrière ce micro, un patron amblissime, un emblème, pour Cdiscount, hein, je crois que tu l'as croisé, on va y revenir, qui disait que les conseils qu'il peut donner aux jeunes, c'est quand vous commencez votre parcours professionnel, ne choisissez pas une boîte ou un salaire, choisissez un patron, parce que un patron, un mentor, c'est celui qui va donner une impulsion très forte pour le reste de la carrière et il sait de quoi il parle parce que ça a été son cas quand il a intégré le groupe Casino. Parenthèse refermée. Donc tu as cette première expérience qui est significative, qui t'apprend effectivement ce que c'est que l'international. Je comprends ce que tu dis puisque j'ai moi-même pendant très longtemps eu une dimension internationale dans ma carrière et il est vrai que comprendre comment ça fonctionne ailleurs, c'est clé. Tu as eu la chance de le comprendre très tôt. Exactement, c'est vraiment, et je partage parfaitement le conseil d'Emmanuel Grenier, c'est-à-dire vraiment s'ouvrir, regarder, comprendre le marché, voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être bien accompagné par quelqu'un qui est bienveillant. Mmh. Donc oui, quelques années, donc ce VIE a été fait en Belgique, à Bruxelles. Via mon réseau, on me contacte pour rejoindre une petite start-up berlinoise pour monter un projet qui était un petit peu novateur. Cette petite start-up, c'était Zalando. Et ce petit projet, c'était le Partner Programme. Donc à l'époque, Zalando, c'était vraiment, je pense que je suis l'employé numéro 500. Donc c'était vraiment un contexte assez incroyable. C'est vraiment c'est le boom de l'e-commerce. Là, on est en 2011, quelque chose comme ça, 2012. Début 2012. Ouais. Rocket Internet est partout, sur toutes les lèvres. Zalando, c'est vraiment la grosse success. Enfin, ça allait devenir la grosse success story, mais vraiment, je suis arrivé à Berlin, où il y avait une émulsion assez incroyable. Zalando, aujourd'hui, c'est un fleuron de l'e-commerce en Europe, mais à l'époque, j'ai rejoint une entreprise qui avait mis ses bureaux dans une ancienne centrale électrique désaffectée, et sur l'équipe Partner Programme, on était 6 ou 7 à l'époque quand je suis arrivé, donc vraiment, tout à faire, tout à construire, mais une émulsion, une dynamique absolument incroyable, quoi. Pour connaître la suite de Zalando, tu vas y revenir, mais je vous invite à écouter l'épisode avec Laura Toledano, la DG France de Zalando, qui est passée il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu fais ? Ta mission en arrivant chez Zalando à Berlin, c'est laquelle ? Donc début 2012, donc Zalando commence à vraiment avoir une vraie notoriété sur les pays germanophones, donc Allemagne, Autriche et Suisse. Le DACH. Le DACH, exactement. Voilà. Le Partner Programme, donc leur marketplace se lance sur ces pays-là. Pourquoi Partner Programme ? Alors Zalando a toujours voulu appeler donc sa marketplace un Partner Programme. C'est peut-être, ça je pense c'est un sujet qui est assez intéressant et que j'ai
considéré plus récemment dans mon expérience chez Manor, je pense que le mot marketplace, à l'époque, beaucoup, et peut-être moins aujourd'hui, mais peut faire peur. Parce qu'à l'époque, les grosses marketplaces, c'est eBay, c'est Amazon, c'est des offres pléthoriques, alors que Zalando, justement, à l'époque, avait été vraiment très centré fashion, avait encore besoin d'une légitimité, je pense, pour acquérir les bonnes marques. Et justement, à l'époque, Zalando avait encore des bureaux d'achat en Italie et en France pour justement pouvoir avoir un assortiment qui soit cohérent par rapport à l'Europe. Donc, je pense que le mot partner programme permettait de se dissocier un petit peu de la mauvaise image que pouvait avoir la marketplace à l'époque. Ok, donc ça c'est on lance la marketplace, même si on ne l'appelle pas comme ça, c'est la réalité. Exactement. Donc toi, ta mission c'est... Ma mission c'est donc lancer le partner programme donc en France dans un premier temps. Lancer, ça veut dire entre guillemets dupliquer le modèle allemand et l'appliquer aux spécificités françaises. Logistique, moyens de paiement et compagnie. Et deuxième sujet, développer commercialement la... Donc aller chercher les partenaires. Exactement. Les vendeurs. Exactement. Et donc là, tu as un rôle hyper actif de conquête en fait commerciale pour aller chercher... Et c'est là où le monde a vraiment changé en un peu plus de 10 ans. Parce que je me souviens au début, dans ce bâtiment de Berlin-Est, me mettre dans une salle, potasser le magazine du Wooznext, qui est le gros salon de la mode en France, et vraiment passer des coups de téléphone. C'était bonjour, Zalando, Marketplace ou Partner Programme. Et les réponses étaient c'est qui et c'est quoi. Et donc vraiment on est parti de là et c'était vraiment une expérience super intéressante. Je suis resté chez Zalando quelques années. Je veux dire le modèle a été de plus en plus adopté et justement aujourd'hui je pense que le fashion est une des catégories qui a le plus vite compris l'intérêt et la valeur ajoutée de la marketplace dans une dynamique D2C. Je contrôle mon image de marque, je contrôle mon assortiment, je contrôle mon prix. Donc les premiers mois ont été vraiment, vraiment très intéressants, intenses, vraiment en mode start-up. Et dans une mini start-up, le partner programme, dans une boîte qui était une start-up, mais qui recrutait des bus entiers de nouveaux employés toutes les semaines. C'était vraiment un écosystème assez incroyable. Qu'est-ce que tu découvres en arrivant chez Zalando? Il y a quoi? Est-ce que c'est une start-up? On comprend, il y a une énergie, il y a un dynamisme certain. Je suis passé par là, je vois très bien à quoi tu fais allusion. Est-ce que c'était quand même structuré? Ou alors tout était en cours de structuration dans les méthodes, la façon de travailler, le déploiement Un petit peu les deux, dans le sens où c'est l'époque où Zalando lançait beaucoup de catégories. On avait lancé une catégorie beauty qui a été refermée par la suite. Et c'est l'époque où on appuyait sur la pédale pour ouvrir un maximum de pays. À l'époque, Zalando était présent dans peut-être 7-8 pays. Aujourd'hui, ils ont une couverture européenne totale. Donc c'était vraiment avoir une offre fashion que Zalando a voulu élargir le plus possible et en parallèle essayer de toucher un maximum de marchés possible. Vraiment avec le mindset Rocket Internet, on appuie sur la pédale, on investit en espérant un retour sur investissement à 5 à 6 ans. Combien de temps tu restes chez Zalando? J'y suis resté quasiment 5 ans justement. Comment les choses ont évolué pendant 5 ans? Parce que tu nous expliques arriver, voilà, c'est une grosse start-up, c'est quasiment une scale-up, 500 personnes, des bus entiers, pour reprendre ton expression, de nouveaux salariés qui arrivent chaque semaine. Le déploiement de la marketplace en France, au bout de 5 ans, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu retiens de ces 5 années? Au bout de 5 ans, Zalando, c'est plus de 10 000 employés, je pense. Donc, une belle évolution. C'est une boîte qui s'est très vite et très tôt orientée sur la tech. C'est une boîte qui, dans une phase pré-IPO, a dû réduire un petit peu la voilure, moins investir sur des pays à moindre marge, qui a fermé la catégorie beauty notamment, qu'ils ont réouvert par la suite, justement dans une dynamique d'IPO. Je pense que c'est une expérience qui m'a prouvé, et pour moi c'était une normalité à l'époque, que tout est possible en fait, que le marché est là, que le marché est devant toi et que en fait plus tu mets d'énergie, plus tu mets d'efforts, plus ça paye. Et vraiment on était habitué à des croissances à 200-300% et les forecasts c'était vraiment des croissances mais vraiment énormes d'année en année et ça marchait. Donc c'était vraiment une phase assez incroyable
de vie que j'ai vécu, et vraiment j'en garde un excellent souvenir. Bon, merci pour cet épisode Zalando. Au bout de 5 ans, donc on doit arriver pas loin de 2017, si je dis pas de bêtises, ici j'ai calculé un peu. Ouais, 2016, ouais. 2016, tu continues pour aller toujours en Allemagne. Donc toujours basé à Berlin, tout à fait. Ouais, toujours basé à Berlin. Un autre acteur majeur. Un autre acteur majeur, donc pareil, sous la coupe de Rocket Internet et des frères Samwer. Je rejoins Home24, donc qui est l'équivalent de Zalando dédié au Home and Living. Plus petite équipe. Qu'est-ce qui te pousse à aller Qu'est-ce qui me pousse, justement Zalando a grossi très vite, et je suis resté pendant ces années. Donc j'ai appris le management, j'ai appris pas mal de choses. J'avais envie de retrouver, je pense que j'ai un petit côté entrepreneur, j'ai voulu retrouver une boîte à dimension plus, je n'ai pas envie de dire humaine, mais une boîte entre guillemets plus petite où je puisse faire plus de choses et apprendre plus de choses. La marketplace, je m'amuse à dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, même s'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc, pendant la période Zalando, on a lancé la marketplace en France, mais après j'ai lancé la Belgique, puis les Pays-Bas. Donc j'ai vraiment développé pas mal de choses. Il me manquait tout ce qui était online marketing, il me manquait tout ce qui était online category management. Je suis rentré en contact avec Home24, et justement on m'a proposé un poste de country director pour gérer donc la France, la Belgique et les Pays-Bas, mais vraiment en transversal, à une autre échelle, une boîte beaucoup plus petite, avec moins de moyens, moins une success story. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de continuer à apprendre, d'apprendre d'autres choses, de toucher à d'autres domaines d'activité. Là, tu y restes combien de temps ? Là, j'y reste un peu plus d'un an. Il se passe quoi au bout d'un an ? Alors, il se passe quoi au bout d'un an ? Mon accent me trahit peut-être, mais je suis originaire du sud-ouest, sud des Landes, et raison perso, envie de retourner dans le sud-ouest. Et devinez où est-ce que j'ai pu terminer après, le gros acteur de l'e-commerce. Cdiscount. Exactement. Voilà. Tout à fait. T'arrives là-bas donc en 2017, quelque chose comme ça, ou 2018, je sais pas. Ouais, voilà, tout à fait, 2017. Et là, tu fais quoi ? J'arrive chez Cdiscount et je vois une entreprise pareil, avec une énergie folle et une ambition de croître sur la marketplace. Je rejoins la Cdiscount, donc dans l'équipe marketplace, et je suis responsable de tout ce qui est home and living. C'est seulement sur la partie marketplace. C'est des centaines de millions d'euros déjà à l'époque faits sur ces catégories. C'était pas encore 10 000 partenaires, mais disons que Cdiscount mettait vraiment les moyens pour élargir cette base de partenaires le plus rapidement possible. Donc moi, ce que j'y trouve, c'est vraiment une marketplace qui a encore une autre dimension, avec je pense une stratégie différente de Zalando. Zalando, c'était vraiment une quote-part, donc une part du chiffre global fait par la marketplace, qui à l'époque était vraiment de rester aux alentours de 10-15%, avec l'ambition de compléter l'assortiment, mais pas de manière infinie, et surtout d'améliorer la disponibilité des produits via le modèle marketplace. En fait, c'était vraiment l'opposition initiale de Zalando. Cdiscount, c'était vraiment, on a Amazon en ligne de mire, et il faut qu'on les garde en vue. Et Cdiscount a su vraiment à l'époque mettre les moyens nécessaires pour subventionner et vraiment croître à la même vitesse, et en parallèle apporter une nouvelle dimension à la marketplace que sont les services. Donc, Cdiscount a été extrêmement fort très tôt en lançant son fulfillment et en lançant Cdiscount Ads. C'est une nouvelle source de revenus pour la plateforme, bien évidemment, mais surtout d'un point de vue expérience client, le fait de développer le fulfillment permet, entre guillemets, de ramener le risque de la mauvaise expérience client qu'une marketplace peut apporter si elle est mal gérée en interne. Et c'est là où je pense que le pari, et je pense que Cdiscount a toujours été très novateur, à faire beaucoup de POC, à essayer beaucoup de choses. Ça, c'était vraiment des paris gagnants. Et aujourd'hui, je pense que c'est quasiment 40% de leur offre, de leur chiffre d'affaires. Thomas Mikizy me disait qu'effectivement, ça veut aller même au-delà des 40%. Okay, ouais. Thomas, qui est depuis un peu plus d'un an le nouveau CEO de Cdiscount. Vous pouvez aussi écouter son intervention. Tu restes un peu plus de 2 ans, c'est ça, chez Cdiscount ? J'y reste même un peu plus, j'y reste 3 ans jusqu'en 2019.
Tu retiens quoi? Tu ressors avec quoi de ces 3 ans chez Cdiscount? On a compris que le contexte était différent. Je comprends en filigrane que tu as réussi à réunir finalement l'expérience de Zalando, la gestion de marketplace et aussi les catégories, que tu as pu découvrir, la gestion des catégories chez Home24, dans un secteur qui est différent, Home and Living. C'est quoi? J'en tire plusieurs choses en fait. Le fait que le modèle marketplace peut être appliqué à absolument toutes les catégories. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le contexte aujourd'hui le confirme complètement. Et que le modèle marketplace est pérenne dans le sens où le modèle de distribution en ligne évolue. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Ça évolue avec des services qui permettent de toujours être plus customer-centric. Donc ça, c'est vraiment très important. Et vraiment, c'est le bagage avec... c'est vraiment le learning que j'en garde. Donc je suis resté sur le périmètre Home and Living pendant la moitié de mon temps chez Cdiscount. J'ai ensuite récupéré le périmètre multimédia, électro, qui est un gros sujet encore plus important. C'est à l'époque où il y a de nouveaux acteurs comme Back Market qui arrivent. J'ai toujours été impressionné par la flexibilité de ces discounts pour vraiment arriver à être un multispécialiste, entre guillemets, se débrouiller pour que l'expérience client, quand nous, on a voulu appuyer sur la pédale du refurbished, donc tout ce qui est reconditionné relativement tôt encore, était un succès. Et vraiment là-dessus, c'est vraiment le vrai... le retour d'expérience que j'en garde, on va dire. Bon, et ensuite, tu repars de ton sud-ouest adoré. Malheureusement, tu franchis les Alpes. Mon projet était plus de regarder vers le sud, mais on me contacte pour rejoindre Manor. Donc Manor, tu l'as présenté à l'introduction, c'est le department store, un des plus gros department stores de Suisse, 59 magasins. On fait aussi du food, un petit peu haut de gamme, et une chaîne de restaurants implantée partout en Suisse, mais connue principalement en Suisse pour le coup. Manor est en train de gérer sa transition digitale. Et un des gros piliers dans cette transformation digitale, c'est la mise en place d'une marketplace. On est dans un contexte en Suisse où il y a 2 gros acteurs, on va dire. Il y a Zalando qui est là et qui a pignon sur rue sur le fashion online, et Digitech Galaxus qui sont très matures déjà également sur le modèle marketplace. Donc on vient chercher tes compétences pour accompagner cette transformation de Manor, c'est ça? Exactement. On est en quoi, Là on est en 2019. 2019. Je prends le challenge. Tu prends le challenge. Et ta lettre de mission, c'est de la mise en place de la marketplace sur un site qui n'existe pas. Exactement. On va y aller sur un site qui existe. Sur un site qui existe, mais une marketplace qui n'existe pas. Exactement. On va arriver dans le détail là-dessus. Avant qu'on ne le fasse, tu as commencé à brièvement l'introduire. Le marché suisse, j'aimerais bien que tu nous en parles. Comment il fonctionne, comment il est structuré, quelles sont les différences qui existent en Suisse par rapport à la France, pour qu'on puisse bien comprendre cette spécificité. Tu le faisais remarquer en introduction. J'ai dit qu'effectivement, il y avait 3 langues, c'était pas la même monnaie, on est en dehors de l'Union européenne, mais c'est un pays voisin qu'on a l'impression de connaître, qui en fait est quand même assez différent par ses singularités intrinsèques. Si on regarde la vision un petit peu macro, c'est 16 milliards de transactions de chiffre d'affaires générés via l'e-commerce en Suisse. En 2023. En 2023. Pour donner un ordre d'idée, ça représente grosso modo 10% de ce que fait la France. On a combien de consommateurs? C'est quoi la population suisse? C'est 8 millions de Suisses. Donc on est sur un ratio qui correspond plus ou moins aux habitudes de consommation qu'on va avoir en France. Comme tu le disais très justement, le marché suisse a ses spécificités. 3 langues. Le franc suisse, des moyens de paiement qui sont complètement différents, et un pouvoir d'achat et des habitudes d'achat qui sont aussi différentes. Voilà, et donc j'arrive un petit peu dans ce contexte-là pour lancer donc la marketplace de Manor avec des challenges importants, je pense. Et Manor a 120 ans, tu l'as dit justement en introduction, a une ADN forte. Pardon de revenir sur Manor. Je voudrais qu'on revienne sur les habitudes de consommation. Est-ce que
Tu le disais, les consommateurs suisses ont un pouvoir d'achat supérieur aux consommateurs français. Est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec des paniers moyens élevés en Suisse? Est-ce que les fréquences d'achat sont élevées? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Est-ce que tu sais tout ça Alors, pas spécialement. Disons que les paniers vont être plus élevés en moyenne que les paniers français, mais ça va pas non plus être un écart vraiment significatif. Le marché du e-commerce, il est aussi drivé par les services, par les loisirs. Les Suisses achètent beaucoup ce genre de choses en ligne. Oui, aussi également. Bon, là, je suis plus avec la casquette entre guillemets retail, mais c'est également quelque chose qui est développé. La partie service est quand même développée en Suisse. Peut-être pour revenir rapidement sur Manor, parce que depuis 5 ans, j'ai appris à vraiment connaître l'entreprise, mais pour nos auditeurs, Manor, donc c'est vraiment 98% de notoriété en Suisse. C'est de la beauty, du fashion, du home and living, du multimédia, du sport et donc du food, j'en parlais un petit peu plus tôt, c'est vraiment un traffic driver en magasin. Voilà, pour donner un petit peu le cadre. Les populations en Suisse, germanophones, francophones ou italophones, ont les mêmes comportements d'achat? C'est une très bonne question. Oui. C'est vrai. Et honnêtement, oui. Alors, au niveau de l'alimentation, non, mais sur tout ce qui est non-food, globalement, alors, comment dire, on a le poids dans les ventes n'est pas ISO sur les 3 langues, mais d'un point de vue comportement d'achat, globalement, on s'y retrouve. Oui. Et est-ce que il y a 3 langues, 3 langues sur un petit territoire. On imagine bien que dans les magasins, effectivement, dans la zone où on parle allemand, il va y avoir des vendeurs allemands, français pour la zone française et italien pour la zone italienne. En ligne, tout est traduit en 3 langues. Est-ce que ça rend pas les choses plus complexes? Alors clairement. Petite parenthèse, donc le siège de Manor est basé à Bâle. Bâle, c'est au nord-ouest de la Suisse et c'est dans la zone donc germanophone. L'équipe e-commerce de Manor, c'est vraiment l'auberge espagnole une fois de plus, où à la table à côté, ça va boire son café en parlant italien, en face, ça va parler allemand, et si jamais j'ai un collègue francophone à côté, on va échanger plus en français. Donc c'est un contexte, entre guillemets, très international, mais tu lis très justement des efforts supplémentaires, parce que chaque fiche produit doit être traduite en 3 langues, pour adresser justement à cette clientèle. Comment on fait justement pour... la relation client en France, on parle français sur tout le territoire. Tu peux acheter un produit dans une chaîne de magasins et aller le rendre dans un autre, dans un point de vente, et puis tu vas le rendre 200 km plus loin. Si je prends, je sais pas, Zara par exemple, tu l'achètes à Marseille, tu peux rendre ton produit à Paris. Ça paraît hyper simple et évident pour nous. C'est aussi simple. Mais là-bas, ça veut dire que le germanophone, s'il parle pas français, est-ce que ça et qui veut rendre à Genève le produit, est-ce que c'est des choses qui rendent plus complexe le parcours d'achat, relation? Le parcours d'achat, non, une fois de plus, parce que tout est entre guillemets traduit dans la langue en fonction de la localisation, et ça c'est pas un problème. Mais quelque chose qui est assez intéressant en Suisse, c'est le fait que la multilinguité, c'est un mot qui est peut-être pas correct, mais le fait que les Suisses parlent beaucoup et l'allemand et le français, donc ça c'est pas un frein ou un blocage dans le processus d'achat. Parlons justement achat, les frontières, on n'est pas sur un marché ouvert, il n'y a pas une libre circulation des produits comme ça existe au sein de l'Union européenne. J'ai quelques expériences dans une vie passée qui m'expliquent qu'effectivement il faut passer les douanes et que c'est pas quelque chose de toujours simple. Est-ce que ça joue sur l'assortiment ou pas? Est-ce que ça rend les choses plus complexes? Comment on gère cette réalité quand on est un retailer en Suisse? Alors, Manor ne vend exclusivement en Suisse. Donc là, il y a les problématiques douanières. Après, il y a les bureaux d'achat qui font leur boulot de dédouanement et ainsi de suite. Mais par contre, c'est un très bon point.
que j'ai dû adresser assez tôt dans le lancement de la marketplace, et peut-être on reviendra dessus plus tard, c'est le fait que traduire une fiche produit en 3 langues, bon, c'est un effort, mais c'est pas si compliqué. Et aujourd'hui, un vendeur marketplace un petit peu au goût du jour n'a pas de problème pour fournir ça. Le vrai problème, c'est vraiment le cross-border, le dédouanement qui fait un trou dans le PNL du vendeur et qui rend le marché suisse compliqué d'un point de vue profitabilité, en fait. Et donc, quand on a lancé la marketplace, on s'est retrouvé dans un contexte où il y a des acteurs locaux, des vendeurs suisses. Si pertinent, on a travaillé avec eux très vite. Et à côté de ça, il y a les gros acteurs internationaux qui ont la capacité de vendre en Suisse. Et également, avec eux, on a pu travailler. Mais contrairement à d'autres marketplaces européennes où il n'y a pas ces problématiques douanières, alors on n'a pas pu, mais ce n'était pas une ambition non plus, de faire une croissance en termes de partenaires, comme ça aurait pu être le cas en France. Justement, parce que les difficultés de passage de douane, indéniablement, c'est une difficulté, il faut les passer à un moment ou à un autre. Ça ne pose pas de problème, parce que les vendeurs suisses aux Suisses, ils sont forcément restreints de par la taille du pays, donc il faut aller les chercher ailleurs aussi. Est-ce que ça n'a pas un impact sur l'assortiment ? Pas tellement ? Pas tellement en fait, parce que non, honnêtement non. Et ça renchérit les prix ? Alors, c'est-à-dire qu'un même produit vendu en Suisse sera plus cher que dans l'Union européenne ? Par rapport à l'assortiment, non, mais par rapport à la flexibilité, déjà le fait qu'ils utilisent que la Suisse et le franc et pas l'euro, il y a une élasticité prix qui est jouée entre guillemets par les marques internationales qui fait que un produit vendu en Suisse peut être vendu plus cher que sur le pays européen, que sur un pays européen. Restons sur les prix. À l'occasion du one-to-one de Monaco dans son édition 2024, la question de l'inflation, du pouvoir d'achat, la relation entre les retailers et les fournisseurs a été posée à de nombreuses reprises. J'ai d'ailleurs eu la chance d'animer une commission du Bifort sur ce sujet-là. Qu'en est-il en Suisse dans cette conjoncture actuelle ? Est-ce qu'on a une inflation qui porte à conséquence sur le pouvoir d'achat en Suisse comme en France ? Alors, comme en France, peut-être moins impactant, mais clairement l'inflation et le contexte économique actuel a un impact sur les comportements d'achat. Et qu'est-ce que tu observes ? C'est-à-dire des produits qui sont moins achetés, une descente en gamme ? Comment ça s'organise ? Un petit peu les deux, c'est-à-dire des volumes de vente qui sont flats et de l'attrait pour, alors peut-être pas une baisse en gamme, mais par contre des switches sur des catégories plus, entre guillemets, qui répondent plus aux besoins primaires que du divertissement, on va dire. Ok, donc c'est aussi les Suisses, nos amis suisses sont aussi touchés par ces effets d'inflation. On aurait mal compris que ce ne soit pas le cas, malgré un pouvoir d'achat peut-être plus fort qu'en France. Tu as commencé à sérieusement nous en parler de Manor, de la façon avec laquelle la marketplace s'est intégrée. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu t'y prendre quand tu es arrivé sur place, qu'il a fallu à la fois t'acclimater à une culture qui est différente de celle de ces discounts, qui était peut-être plus proche de celle de Zalando que tu connaissais en Allemagne. Oui, tout à fait. Ça a dû t'aider, et le fait que tu parles allemand aussi a dû être un point fort pour toi en arrivant en Suisse. Comment on s'y prend ? Parce que tu avais une feuille blanche. Exactement. Alors, avant que tu nous dises comment tu t'y prennes, quel était l'état de l'art digital la plateforme digitale de Manor quand tu arrives en 2019 ? Un site marchand, tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment, qui vendait l'assortiment disponible en magasin en ligne, avec un historique de plusieurs années, avec une priorisation de lancement d'une catégorie et puis l'autre. Et à l'époque, l'objectif, c'était vraiment d'avoir le même assortiment en ligne que dans notre plus gros magasin, qui est basé à Genève. Il y a combien de références ? Vraiment 1 million de références ? Alors non, aujourd'hui, ils sont 1 million de références, c'est aujourd'hui incluant la marketplace. À l'époque, c'était entre 180 et 200 000 références sur le site. Donc, ce qui correspond à... C'est énorme pour un magasin. Oui, clairement. Ouais. C'est énorme, ça donne la dimension.
À l'époque, le e-commerce représente quel pourcentage à peu près du volume d'affaires global ? Alors, on n'a pas pour habitude de communiquer sur des chiffres trop précis, mais en deçà de 10% du chiffre global de Manor. Donc, il y a quelque chose qui existe, ça fonctionne, Mm-hmm. Il y a les clients qui sont là. Maintenant, il faut plugger une marketplace. C'est dans l'état d'esprit de Manor. Est-ce que finalement, les équipes voient arriver cette initiative d'un bon œil, ou est-ce qu'il a fallu accompagner le changement et une nouvelle façon de travailler ? Ça, c'est une très, très, très bonne question, et je pense que là-dessus, mon bagage et mon expérience chez Cdiscount et Zalando m'ont permis d'anticiper, entre guillemets, déjà, de prendre le temps de bien expliquer le concept, le pourquoi, la valeur ajoutée, expliquer le fait que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en silo, mais quelque chose qui est transversal. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment, je l'appelais à l'époque l'évangélisation, c'est-à-dire m'assurer que le modèle est 1, compris, 2, ne fasse pas peur, et 3, soit adopté. C'est pas un effort qui se fait en 2 jours, pour être parfaitement honnête, mais je pense que là-dessus, le succès de la marketplace de Manor aujourd'hui, le fait d'avoir anticipé justement et préparé le terrain pour que ce modèle soit le plus adopté en interne, auprès de nos achats, auprès de la finance, auprès des magasins aussi. Hein. J'ai un background très pure players, mais là je me confrontais à des nouveaux collègues, en fait, les magasins, avec des métiers différents, des approches différentes. Et ça, j'ai vraiment apprécié faire ça. Je fais une pause là-dessus parce que c'est important. C'est un concept de marketplace omnicanal, c'est-à-dire en intégrant les points de vente. Tu peux nous le détailler, nous le présenter, nous dire comment les choses ont pu se mettre en place ? Comme tout bon retailer, les problématiques omnichannel sont au centre de nos stratégies. Plusieurs initiatives vont dans ce sens pour vraiment travailler ce qu'on appelle le client online, buy offline, check offline, et ainsi de suite. Les problématiques que j'ai tout de suite voulu adresser, c'était de m'assurer que la marketplace rentre dans cet écosystème omnicanal. Aujourd'hui, il y a le in-store de Ring qui est disponible, donc la capacité de vraiment acheter via une tablette ou via un conseiller de vente en magasin un produit en ligne. Ça inclut la marketplace. Donc, il y a eu ça. Et là, aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles features pour encore plus apporter une expérience omnicanal à nos clients. C'est le click and collect et le return to store des produits marketplace pour vraiment toujours faciliter, améliorer l'expérience client. Comment ça fonctionne concrètement pour Manor ? Les points de vente, ils ont des PNL à part, et comment ils sont intéressés par l'intégration des ventes marketplace ? Alors, chaque magasin a son PNL à part, oui. Mais alors, intéressé, ça c'est à la discrétion de la direction. Mais ils le sont. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait que quand on a une chaîne de magasins, que ce soit en propre ou en franchise, il y a un moment ou un autre, il faut les rendre intéressants, attractifs. Ouais. Oui, et puis partie prenante du dispositif digital dans son ensemble, que ce soit la vente e-commerce traditionnelle ou marketplace. Donc on fait beaucoup d'actions de communication. On a une équipe omnichannel qui est très présente, que ce soit pour des formations, pour tout type d'événement, de manière à vraiment s'assurer que ce modèle est bien adopté en magasin. Et c'est un modèle qui, pour le coup, est vraiment bien adopté. Je vais donner une anecdote assez intéressante. C'est le magasin de Vevey qui était très, très, très intéressé par l'assortiment d'un de nos partenaires Home & Living. Et on a fait un showrooming. C'est-à-dire, très concrètement, le partenaire a pu proposer en magasin un assortiment de produits. Donc très concrètement, c'est de la marketplace physique en magasin où le client pouvait venir s'asseoir sur la chaise et l'acheter directement en magasin s'il le souhaitait. Merci pour cet exemple concret. Je vous fais une petite parenthèse. Si vous entendez des annonces sonores, c'est qu'on enregistre cette interview à Monaco à l'occasion du One to One 2024 et que malheureusement dans la salle où nous nous trouvons, il y a un petit haut-parleur qui nous indique les nouvelles conférences qui vont avoir lieu. Parenthèse refermée, pardon. C'est très concret. Quand tu commences,
il y a une question technologique qui se pose à toi. Évidemment, conduite du changement, amener les équipes à être partie prenante, embarquées dans cette aventure de l'ouverture de la marketplace. Pour commencer, il faut une plateforme technologique. Qu'est-ce qu'on fait? On va en développer une from scratch? On va aller chercher ce qui existe sur le marché? Comment tu t'y es pris? Et comment tu as fait ton choix? C'est un très bon point. Quand je suis arrivé, donc feuille blanche avec vraiment 3 casquettes. Le premier, c'est la partie techno. Il faut construire techniquement une marketplace. 2, la partie évangélisation, l'adoption du modèle en interne. Et 3, la partie commerciale, c'est-à-dire avoir une marketplace et faire... Exactement. On a choisi de travailler avec un partenaire français, Miracle, qui est un acteur qui propose des plateformes marketplace. Je pense que tout le monde connaît. Exactement. Donc c'était en 2019 et il nous a fallu quasiment un an pour monter la marketplace avec le soutien de Miracle, tant sur la partie entre guillemets technique que sur la partie business. Ça, c'était vraiment très apprécié à l'époque. Donc comment on procède? C'est que d'abord on set up et on déploie la techno. On s'assure que ça fonctionne. Alors la techno, c'est une chose, mais ce qui est fondamental en amont, c'est de définir le besoin. C'est-à-dire on fait une marketplace. Aujourd'hui, il y a des marketplaces ultra curatives et il y a des Amazon. La question, c'est la marketplace a clairement une valeur ajoutée. Et si jamais aujourd'hui, je crois que c'est 70% des retailers en ligne ont une marketplace, c'est pas par hasard. Mais par contre, c'est vraiment fondamental de se poser les bonnes questions en amont, à savoir quelle marketplace, pour quel assortiment, pour quelle valeur ajoutée, pour quelle expérience client. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'est posé en amont avec les bons stakeholders en interne pour s'assurer que la vision soit bien validée par le top management, bien sûr, mais aussi par les différents pairs que je pouvais avoir aux 4 coins de l'organisation. Donc voilà. Vous arrivez à quoi globalement? C'est quoi les objectifs que vous fixez à la marketplace à ce moment-là, avant même de lancer la techno? Une marketplace qui soit curative, avec un assortiment qui soit, donc, une fois de plus, curatif, c'est-à-dire sélectionné, qui corresponde à l'ADN Manor, traduction opérationnelle. Chaque marque avec laquelle on va travailler va être alignée directement avec le bureau d'achat. Et ça veut dire quoi, aligné avec le bureau d'achat? Ça veut dire... c'est une approche que j'ai mis en place dès le début, c'est le push et le pull. Le push, c'est il y a beaucoup de marchands sur le marché, il y a des marques intéressantes, je vais les proposer aux acheteurs qui vont pouvoir dire oui ou non, ça correspond à l'ADN de Manor ou pas. Le pull, c'est une approche qui, je trouve, encore plus intéressante. C'est les relations historiques que l'on a pu construire pendant 120 ans avec toutes les marques sur lesquelles on travaille sur le modèle wholesale. Allez les voir et leur dire bonjour. Si vous voulez, on a une nouvelle corde à notre arc, on a une nouvelle façon de travailler. On parlait un peu plus tôt de direct to consumer et la volonté des marques de gérer leur image, leur prix et ainsi de suite. Leur marge aussi. Donc vraiment tout ça correspondait à cette approche pool où les suppliers existants historiques de Manor, on a une approche commune avec les acheteurs pour leur proposer si pertinent et si intéressant de venir rejoindre la marketplace avec c'est un peu le b.a.-ba de la marketplace, mais avec 2 valeurs ajoutées principales. La première, c'est élargir l'assortiment. On travaille avec, c'est un mauvais exemple, mais avec Lacoste, on va dire, on a le polo en vert, en bleu et en rouge. Peut-être qu'on n'a pas le beige ou le rose en assortiment. La marketplace va permettre, entre guillemets, d'élargir l'offre à disposition des clients. Et 2, sur des problématiques de disponibilité. Oui, ce que je comprends, attends, tu vas aller plus loin, c'est que vos fournisseurs habituels qui vendent en wholesale, donc vous leur achetez du stock et puis vous revendez le stock, vous leur dites pas, on arrête de faire ça et tu vends en direct. Tu as par ailleurs d'autres produits qui ne sont pas en vente en wholesale chez nous. Est-ce que tu es intéressé à venir les proposer au travers de ma marketplace? C'est comme ça que... Exactement. C'est ça, hein. L'idée, c'était pas de dire bonjour le supplier, on passe d'un modèle A à un modèle B. C'est absolument pas ça. L'idée, c'est de dire on travaille comme on a toujours travaillé, en apportant un nouvel outil qui vous permet d'être plus visible et plus pertinent auprès de nos clients. Sur des références qui n'étaient pas disponibles en wholesale. Ça, c'est sur tout ce qui est long tail, mais également sur les questions de disponibilité.
un des premiers points qu'on a défini sur la feuille blanche dont on parlait plus tôt, c'est le fait de ne pas mettre en concurrence la marketplace Manor et les offres des vendeurs avec nos offres propres. Oui, bien sûr. Voilà. D'autres le font. Et pour le coup, ça c'est quelque chose qui... Donc le deuxième proposition de valeur ou la valeur ajoutée, c'était vraiment de pouvoir améliorer les disponibilités des meilleurs produits auprès de nos clients pour éviter des ruptures. Donc, techno en parallèle, tu cherches, quand tu déploies la techno, tu cherches en même temps des vendeurs. Comment on fait ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée pour le coup en disant, bon, là on est en train de construire une marketplace, on a monté toute l'équipe, enfin on a construit la marketplace avec la méthode agile que j'ai appris pour l'occasion et c'est assez très 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 intéressant. La question c'est bon, à quel moment je décroche mon téléphone et je revis l'expérience que j'avais fait à Zalando à l'époque à convaincre et à onboarder des vendeurs. On s'y est pris, je pense, au bon moment, dans un contexte, donc là on était 2020, donc frappé de plein fouet par le Covid. On a pris un petit peu de retard sur la construction de la sur le lancement de la marketplace. Le Covid ayant un petit peu chamboulé les priorités des projets au sein de Manor. Finalement, donc la marketplace est lancée en février 2021. On a commencé à discuter avec les vendeurs et surtout les différents agrégateurs sur le marché qui apportent une techno, mais qui apportent aussi des portefeuilles de vendeurs, entre guillemets, déjà connectés, 6 à 8 mois avant. Donc là, vous avez fait converger à la fois les développements technologiques et l'implémentation des vendeurs dedans pour pouvoir ouvrir avec une offre déjà établie. Comment vous avez fait cette curation ? Parce que quand tu prends des portefeuilles de vendeurs, après, il faut des filtres pour pouvoir sélectionner ceux avec lesquels tu as envie de travailler, non ? Oui, mais justement, là-dessus... Et je me souviens, j'ai eu l'occasion de faire une présentation dans les bureaux de Miracle il y a maintenant 3 ans lors de leur un event interne. Et ils me posaient la question, mais alors vous avez l'ambition de devenir une des plus grosses marketplaces Miracle ? Je leur ai répondu non. Donc ça a fait un petit froid dans la salle, ça a fait sourire des gens. Non, l'objectif c'était vraiment d'avoir un assortiment en curatif et c'est dans cette dynamique-là et cette relation proche qu'on a réussi à créer avec les équipes achats dès le premier jour, qu'on a réussi à choisir les vendeurs les plus pertinents. À la seule différence par rapport à mon expérience initiale chez Zalando en 2012, c'est que il n'y a pas de démarchage commercial à faire. Il y a pas, le marché est là et c'est à nous de faire notre picking en fait. Vous ouvrez la marketplace en quelle année ? Donc en février 2021. En février 2021. Aujourd'hui, la marketplace, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires réalisé en ligne ? Aujourd'hui, on est... Donc, la marketplace a 3 ans maintenant. C'est... on évite de trop communiquer sur les chiffres, mais c'est grosso modo un tiers des commandes du site qui inclut au moins un produit marketplace. Donc, c'est des objectifs qui sont atteints pour vous ? Clairement. Alors, par contre, clairement, je pense que le Manor avait l'ambition de lancer sa marketplace. Les résultats sont bons. Donc, d'un point de vue performance, ça, c'est un point. Et aussi, et surtout, d'un point de vue, entre guillemets, assortiment et d'un point de vue expérience client. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et sur lequel on travaille encore avec mes équipes au quotidien. Pour écouter les signaux faibles, faire du pilotage de vendeurs sur la qualité, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Mais avec toute la problématique omnichannel, des formations continues des magasins, des personnes qui sont sur du customer service, du personnel de vente, c'est vraiment indispensable d'être vraiment présent pour s'assurer qu'ils soient non seulement onboardés sur ce qu'on fait, mais surtout qu'ils soient le premier sponsor en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus déplaisant qu'un client qui va acheter un magasin en in-store ordering sur les conseils d'un conseiller et qui n'a pas conscience de ce qu'il achète et pourquoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et je pense qui est un succès parce que très concrètement, aujourd'hui, c'est un non-sujet, quoi. Quand on lance comme ça une activité, on essaye d'anticiper au mieux les besoins qui sont à venir, les développements qui vont devoir être faits. C'est une règle que tout le monde s'impose, d'anticiper. Mais on n'y arrive jamais à tout anticiper. C'est certain. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans
que tu as découvert de positif ou de négatif, mais qui ça s'est imposé à toi et tu l'avais pas vu venir? J'ai passé pas mal de temps sur les sujets marketplace et je suis entre guillemets plus junior sur les problématiques entre guillemets plus plateforme technique. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées et entre guillemets la liste de fonctionnalités qu'on a. Quand tu parles de plateforme technique, je sais pas, c'est par exemple le paiement, l'encaissement, les choses voilà, comme ça. C'est vraiment, ça va être toutes les fonctionnalités qu'on va rajouter à la plateforme de manière à améliorer l'expérience client. Donc ça va être un nouveau moyen de paiement. La Suisse a ses spécificités là-dessus. Ça va être des informations sur le front. Ça va être se connecter à un nouveau middleware pour une fonctionnalité analytique. Vraiment l'écosystème de modules qui va exister autour de la plateforme Manor que le client voit sur manor.ch, quoi. Et ça a imposé pour toi, tes équipes, beaucoup de flexibilité, des remises en question. Alors, en continu, et c'est, je pense, ce que j'ai appris, ce qui est de plus beau avec l'agilité, c'est de ne jamais avoir une roadmap qui soit fixe, avec des deadlines qui soient fixes, parce qu'on est dans un environnement qui change. Et c'est indispensable de pouvoir évaluer l'effort et le ROI des différentes fonctionnalités, des différentes features qu'on va mettre en place. Mais c'est toujours important de prendre les bonnes décisions en fonction de l'environnement à un instant T. Aujourd'hui, donc le backlog, comme toutes les sociétés tech, j'imagine, a un backlog extrêmement long de bonnes idées, plus ou moins refined et plus ou moins priorisées. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai appris justement, c'est passer du stade de MVP, donc c'est le minimum viable product, c'est le premier lancement d'une marketplace. À l'époque, on l'a lancé sur une catégorie, le fashion. On l'a lancé sur, il nous manquait 2 moyens de paiement, dont un très important qui est Twint, qui représente 40% des transactions en Suisse. C'est absolument inconnu en dehors de la Suisse, mais Twint rejoint le meilleur d'un Lydia et d'un PayPal, en fait. Et c'est aujourd'hui adopté par la plus grande majorité des Suisses. Donc vraiment, toutes ces problématiques de se dire, bon, j'ai une marketplace, on l'a lancé sur la catégorie fashion, aujourd'hui, très rapidement, on l'a ouvert à des vendeurs sur tout l'écosystème Manor avec justement... Combien de vendeurs aujourd'hui en tout ? Aujourd'hui, on a 250 partenaires. Ça peut paraître petit par rapport à d'autres marketplaces, notamment européennes. C'est un choix. Et une fois de plus, au vu des chiffres que j'ai... Une fois de plus, une commande sur 3, un produit marketplace, ça prouve le succès dans la sélection de ses partenaires, je pense. C'est aussi ce que cherchent les clients en venant chez Manor. Exactement. C'est justement ce travail de curation qui est fait et la qualité de l'assortiment qui est proposé. Exactement. Et il y a un élément qui est important en plus, et je pense que là-dessus, Manor a été assez... a fait les bons choix stratégiques. La Suisse est un pays attractif. C'est un petit pays avec beaucoup de complexité. On en a parlé un peu plus tôt. C'est un marché qui intéresse beaucoup des gros acteurs européens qui sont pas ou peu implantés. Fnac, Decathlon par exemple. Manor a monté des partenariats stratégiques avec différents acteurs, donc Fnac, Decathlon, H-Bar qui est un spécialiste de la chaussure en Suisse, présent principalement dans la partie francophone. Monter ces partenariats, entre guillemets, win-win. Vous êtes un expert sur vos catégories produits et nous, on a vraiment un footprint, on a un positionnement, une reconnaissance absolument partout dans le pays. Donc on a fait des partenariats stratégiques sur des modèles un petit peu shop-in-shop, e-concession avec Decathlon, avec Fnac, avec H-Bar, avec la Redoute également. Et la marketplace était la solution digitale à ces partenaires. Okay. Donc c'est quelque chose, on les inclut dans ce pool de 250 partenaires. Mais vraiment, voilà, je reviens sur la notion de curative. Dis-moi si je m'égare, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'aujourd'hui, donc une fois de plus, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal hier sur le one-to-one ici à Monaco. Ben, la marketplace, pour quelques personnes, n'a toujours pas bonne presse en fait. Et quand on monte une marketplace, il faut se poser les bonnes questions et c'est pas
obligatoirement copier le modèle Amazon. Et nous, c'est clairement la ligne qu'on a prise dès le début. Et je pense qu'il fait le succès du projet aussi, avec une envergure où on n'aura pas 1000 partenaires en fin 2024. On va pas switcher des produits du wholesale vers la marketplace, mais on pense client, on pense assortiment et on pense expérience client. Super et c'est le bon équilibre. Super transition pour conclure sur cette sur le volet justement client. Je le disais en introduction, 17% de la population, c'est juste hallucinant, est encartée chez Manor. Il y a une relation patrimoniale très forte entre finalement cette marque Manor qui est une marque, qui est un distributeur, mais qui est une marque qui raconte une histoire et qui touche les Suisses dans leur intimité. C'est pour ça qu'ils vont chez Manor. Je sais pas si on dit je vais faire un Manor comme en France on dit je te fais un Lydia pour te payer, mais il y a forcément un travail depuis toujours qui a été fait dans la qualité de la relation client. On a parlé à plusieurs reprises dans cette intervention. Ça veut dire que ça se passe comment la prise de parole, c'est quoi? Vous avez un CRM, comment vous faites pour animer finalement cette communauté énorme à l'échelle de la Suisse de clients? On a un programme CRM qui est très fort, notamment d'un point de vue base client, mais d'un point de vue, l'objectif, c'est vraiment toujours le même, c'est de fidéliser, de faire revenir, que Manor soit dans le portefeuille, c'est une chose, avec la carte, mais avec la carte Manor, mais aussi dans le réflexe d'achat, dans le destination shopping ou home and living ou peu importe, chez nos clients. Donc là-dessus, on utilise les outils entre guillemets assez classiques, digitaux sur la partie CRM, mais on s'en sort plutôt pas mal là-dessus. Et il y a pas mal de projets, c'est vraiment... On parlait de projets de priorisation, il y a des projets assez importants sur lesquels on est en train de travailler pour justement aller toujours plus loin dans cette proximité avec nos clients et leur apporter... Comment ils ont réagi ou continuent de réagir avec cet élargissement de l'offre? Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as été vigilant, les retours d'expérience des clients en lançant la marketplace? Clairement. Alors vraiment, clairement. Je fais un point hebdomadaire avec le responsable du service client qui est un ami. Et alors mise indépendamment de tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de processus, en termes de formation, en termes de features pour vraiment que l'expérience soit la plus transparente et positive possible, on garde le client vraiment au centre de nos pensées, et moi je prends le pouls entre guillemets des clients d'un point de vue satisfaction et d'un point de vue aussi problématique pour justement mieux prioriser les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre à disposition de nos clients à l'avenir pour que l'expérience soit toujours meilleure en fait. Comment vous faites? Vous avez un NPS, tu lis des verbatim, comment tu fais pour pouvoir reprendre cette donnée, comprendre ce retour client? Alors un NPS oui, mais un NPS c'est très entre guillemets très transversal, mais vraiment le fait de travailler avec le service client et de regarder entre guillemets les pain points. Est-ce que les requêtes clients sont sur la logistique, est-ce que ça sera, ou sur un produit, est-ce que ça se rapproche sur un partenaire en particulier ou sur une catégorie? Ces insights-là, vraiment que je suis au quotidien ou presque au quotidien, me permettent moi ensuite de comprendre l'expérience client et de mieux prioriser les améliorations qu'on va faire sur le site. C'est vraiment de l'amélioration continue, et comment on priorise, c'est en fonction de la voix de nos clients. Est-ce que ça a une conséquence, le retour client, sur la relation avec les partenaires? Est-ce que vous allez aussi noter la qualité de service des partenaires de la marketplace en fonction des retours que les clients font, ou pas du tout? Retour produit ou retour... non, les feedback. Clairement, hein. C'est-à-dire que comme toute marketplace, ouvrir une marketplace est un risque si c'est mal maîtrisé, dans le sens où ça dégrade l'expérience client. Donc là-dessus, en plus de tous les SLAs et les KPI opérationnels que l'on pilote pour s'assurer que l'expérience client est bonne, si jamais on voit que il y a des problématiques qui vont cibler une marque, un produit, un partenaire, on va prendre des actions directes pour corriger. On garde des bonnes relations avec nos partenaires
parce comment dire, on a une base de partenaires qui est encore à taille humaine, donc sans les connaître un par un. Sans les connaître un par un, mais vraiment, et puis c'est quelque chose voilà, Cdiscount, c'est aujourd'hui plus de 12 000 ou 15 000 partenaires. Ils connaissent. On a gardé cette proximité avec nos partenaires qui nous permet de trouver des solutions, qui nous permet s'il y a un problème sur un produit ou sur une marque, on déconnecte, il n'y a pas de souci, mais sur les 250 partenaires, des partenaires qui vraiment apportaient dégrader l'expérience client sur des sujets précis. On en a eu un, on a essayé de l'accompagner. Il y avait des problématiques opérationnelles de son côté qui faisaient que malheureusement, c'était pas possible. Et entre guillemets, en bon terme, on a coupé ce partenaire. Mais c'est le quotidien de toutes les marketplaces du monde, en fait, je pense. Écoute, merci 1000 fois, Thibaut, pour le partage d'expérience, le retour sur ton parcours aussi, qui donne une lumière nécessaire pour comprendre finalement les enjeux qui ont été les tiens et qui sont les tiens aujourd'hui chez Manor. Merci de nous avoir expliqué comment fonctionne la Suisse, parce que je pense que tout le monde dit oui, la Suisse je connais, mais en fait tant qu'on n'y est pas, on ne connaît pas, hein. Merci pour la qualité de l'échange et la simplicité avec laquelle tu nous l'as partagé. Si on veut rentrer en contact avec toi, j'imagine que LinkedIn est le meilleur des moyens. Exactement. Bon. Et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos messages. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco qui apporte son support à cet épisode comme à tous les autres et pour l'occasion qui est enregistré à Monaco. C'était le point de rencontre le plus facile pour Thibaut et moi, arrivant de 2 destinations différentes. Thibaut, merci encore 1000 fois. Merci à toi, Cyril. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt.